À très bientôt. Et nous avons le plaisir donc de terminer cette matinée avec Chantal Abergel qui était déjà sur la photo précédente hein, du précédent intervenant. Donc très rapidement, Chantal Abergel, directrice de recherche donc au CNRS et fondatrice du laboratoire IGS, Information Génomique et Structurale. Et je pense qu'il faut quand même rappeler que donc c'est ce laboratoire qui a permis la découverte de virus géants et donc en particulier les virus dont j'imagine que Chantal va nous parler très rapidement. Donc je laisse la parole à Chantal pour la demi-heure qui reste et on vous écoute, on t'écoute avec un grand plaisir. Tout d'abord, je veux remercier Michel parce que franchement, il m'a mis à l'honneur et je remercie tous aussi parce que je pense que j'adore parler de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. En effet, je vais parler de virus géants, mais je voulais d'abord donner. On m'a demandé de parler de mon parcours et je pense que dans mon parcours, alors ma présentation, comment je l'affiche? D'accord. Dans mon parcours, en fait, il a été assez chaotique et c'est ça que je voudrais vous montrer. Voilà. Mais comme toujours, un écueil peut amener finalement à des changements d'orientation qui peuvent s'avérer bénéfiques. Donc moi, en fait, j'ai suivi un cursus relativement standard ici sur le campus de Lumini et j'ai choisi la biologie parce que à l'époque où j'ai commencé, on avait interrompu la formation en océanographie. Et donc de ce fait, j'ai suivi un cursus beaucoup plus classique. Et quand je suis arrivée en master, j'avais envie de partir à l'étranger, de réaliser mon stage de master à l'étranger. Et je devais partir au Honduras et pour un stage en parasitologie, pour travailler sur des parasites tropicaux. Et en l'occurrence, j'avais rendez-vous donc en septembre, je crois, à Genève, avec la personne qui me recrutait pour faire ce stage de master. Et en attendant, donc, ne connaissant rien en parasitologie, j'ai décidé de faire une formation à l'Institut de médecine tropicale du service de santé des armées pour me former à la culture de cellules, à l'identification de parasites, etc. Et à la suite de cette période, donc, de stage au service de santé des armées, je suis partie à Genève où je devais rencontrer cette personne qui ne s'est jamais présentée. Donc ça a été mon premier écueil, mais je me suis pas laissée abattre. J'ai continué à travailler au service de santé des armées en attendant de rattraper le cursus standard de master et en cherchant un nouveau master, stage de master pour finaliser ma formation. Et donc j'ai rejoint un nouveau master qui s'appelait master de nutrition, qui était en fait déjà orienté biologie structurale. On parlait déjà de cristallographie dans ce master. Et étonnamment, j'ai fait mon stage de master 2 en travaillant sur une protéine qui empêchait la formation de calculs pancréatiques. Donc en fait, à cette étape, je me suis intéressée à la cristallisation, évidemment, puisque ces cristaux sont faits de carbonate de calcium. Et donc, j'étudiais l'influence de cette protéine à la fois sur la nucléation, dont on a parlé tout à l'heure, la nucléation des cristaux de carbonate de calcium, mais également sur la croissance de ces cristaux de carbonate de calcium. Et c'est comme ça que j'ai rejoint, on va dire, la cristallographie en m'intéressant à la cristallisation. Et grâce à ça, finalement, donc, j'ai pu obtenir, je crois que c'est dans la diapo suivante, où je parle de mes travaux de thèse, j'ai été recrutée, en fait, dans ce même, ici, là, à l'époque, ça s'appelait le CRMC2, et j'étais recrutée pour travailler sur une question qui était étudier l'influence de paramètres variés sur la cristallisation des protéines. On a parlé de l'insuline, on a parlé d'un certain nombre de choses, et notamment, donc là, il s'agit de cristalliser les protéines et afin d'en résoudre les structures tridimensionnelles. Et mon rôle était de vraiment m'intéresser aux paramètres qui influençaient la cristallisation. Alors donc là, je vous ouvre le débat sur justement votre concours où il y a un certain nombre de paramètres que vous pouvez tester. Et j'en ai testé un certain nombre. J'ai étudié l'influence de la température, mais également l'influence de contaminants. On vous a parlé tout à l'heure du fait que vous pouviez éventuellement utiliser d'autres types de sels en remplacement du sel pour lequel vous devez produire des cristaux.
typiquement, les contaminants peuvent jouer un rôle dans la croissance cristalline et notamment en accélérant une direction de croissance par rapport à d'autres. Donc, en général, on utilise des choses qui peuvent entrer en compétition au niveau de la formation du cristal, presque des impuretés, mais ça a une influence sur la forme que vont avoir ces cristaux. Donc, alors il y en a un de paramètres que vous pourrez pas prospecter trop facilement, c'est la microgravité. Donc ça m'a conduit à pouvoir embarquer des expériences dans la navette spatiale, et c'était quelque chose d'assez fascinant parce que je me suis retrouvée à assister à des décollages de navettes à Cap Canaveral, et c'est vraiment hyper impressionnant. On se sent une goutte on se sent partie d'une humanité, on est fier de ce qui est accompli, on ressent vraiment un travail collectif qui est très inspirant. Voilà, donc ça c'était l'introduction sur mon parcours. Et je voulais maintenant, donc en effet, en 95, je suis rentrée avec Jean-Michel Clavry après que j'ai réalisé un postdoc aux États-Unis pour apprendre la cristallographie des protéines. Donc je me suis intéressée à la résolution de structure. On est rentré en France pour monter un laboratoire qui était assez pionnier à l'époque, puisque ça combinait à la fois la théorie et l'expérimental. Donc je portais l'expérimental et Jean-Michel, en tant que bioinformaticien, était le théoricien de la famille. Et en 2003, ça a été une rencontre absolument magique, grâce à une collaboration qu'on avait avec le laboratoire de Didier Raoult, que tout le monde connaît à Marseille. On a pu participer à la découverte du premier virus géant, qui était Mimivirus, qui est phénoménal en termes de complexité. Je ne sais pas si je peux animer la vidéo là. Non, je ne pourrais pas. Mais tant pis, c'est pas grave. Alors en termes de taille, c'est des particules virales qui rivalisent avec la taille de certaines bactéries, donc c'est énorme. Et en termes de complexité au niveau du génome, c'est des milliers de gènes, 1 millier de gènes, et ce millier de gènes, c'est encore une fois la complexité qu'on atteint quand on étudie les bactéries. Donc on a affaire à un outsider, vraiment. Là, ce que vous voyez ici, donc la courbe qui est ici, montre donc tous les virus classés par rang en termes de complexité de génome, et culminé à l'époque avec PBCV1, qui était un virus qui avait déjà un gros génome de 330 kilobases, mais qui n'était rien en comparaison de ce qu'on peut avoir avec Mimivirus, qui lui a plus d'1 million de paires de bases. Et donc cette entrée donc dans le monde des virus géants a posé énormément de questions, parce que la première question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce que Mimivirus est un phénomène de foire, ou est-ce qu'il en existe d'autres? Et vous allez le voir, on a raté les virus géants parce qu'ils étaient trop gros pour qu'on puisse les voir. Donc là, je voulais vous produire une définition qui est assez intéressante. C'est la première définition du concept de virus qui a été apportée par Andrei Lvov en 1957. Et comme vous pouvez le voir, les virus sont définis par des propriétés qui ne sont que des propriétés négatives. Ils ne sont pas retenus par les filtres, parce qu'ils sont trop petits, ils passent au travers des filtres. Ils ne sont pas cultivables, ça reste totalement vrai, ce sont des parasites intracellulaires obligatoires. Il n'y a pas de production d'énergie, pas de traduction parce que pas de ribosome, et pas de division comme les cellules qui se divisent en deux. Dans le cas des virus, la production des particules virales se fait par d'autres mécanismes. Et là, j'ai mis cette image parce que je pense qu'elle est assez claire sur la démesure de la taille de la particule de Mimivirus, qui est présentée donc ici, par rapport aux virus les plus standards, dont le virus du sida, qui est pourtant un gros virus, qui est présenté ici. Alors ça, j'adore cette photo parce que je trouve que c'est magnifique. Ce sont des unicellulaires, des eucaryotes, qu'on retrouve dans les fonds marins, notamment dans les océans, et qui sont, en fait, ils ont la propriété la cellule a la propriété, la caractéristique de pouvoir faire des sortes de boucliers, qui peuvent être de calcite, de silice, ce qui en fait des organismes qui sont magnifiques à regarder, qui sont époustouflants en termes de complexité, et qui, quelque part, cristallisent donc ces composés à la périphérie de la cellule pour la protéger. Alors, pourquoi je vous parle de ces protistes marins?
C'est parce qu'en fait, il y avait un phénomène qui était connu des océanographes et qui restait complètement mystérieux. C'est que typiquement ces organismes marins forment ce qu'on appelle vont produire des efflorescences en se surpeuplant donc, et qui peuvent s'étendre sur des milliers de kilomètres et qui sont visibles par satellite, tellement ils occupent une place importante donc dans les océans. Mais ce qui surprenait les océanographes, c'est le fait que ces efflorescences qui apparaissaient progressivement disparaissaient brutalement. Et en fait, la raison pour laquelle elles disparaissaient est présentée ici. Vous avez un coccolithophore et vous voyez un virus qui est un virus géant, qui a un très gros génome, qui en fait est capable d'infecter la cellule sous ces boucliers. Et à partir de là, vous imaginez très bien ce qui peut se passer. On a des efflorescences qui sont monstrueusement étendues. C'est comme prendre le métro parisien aux heures de pointe. Vous avez une cellule qui va produire des milliers de particules virales qui vont pouvoir se propager dans l'efflorescence et rapidement éradiquer la totalité des efflorescences. Et donc, je vous parle de ça aussi parce que c'est ça qui nous a poussé, entre autres, à vouloir aller rechercher dans l'environnement si on ne pouvait pas trouver d'autres virus géants et notamment des virus qui puissent être apparentés à Mimivirus, le premier qui a dépassé les 1 million de paires de bases. Et pour ça, on a bénéficié d'un programme européen qui nous a permis d'aller dans des stations marines sans être océanographe. Donc, je vous avais dit que je voulais une formation d'océanographie, que je l'ai ratée parce que la formation n'existait plus. Ben, je me suis retrouvée en océanographie grâce à ce programme-là. Et ça nous a permis donc de bénéficier de toutes les infrastructures des stations marines, du support de plongeurs. Là, vous voyez un plongeur je vais vous en parler tout à l'heure, on avait oublié de prendre des bouteilles, donc on a pris la bouteille d'eau qu'on avait sur le bateau pour récupérer des sédiments, parce qu'on avait remarqué que Mimivirus, en fait, quand on le produisait en masse, les particules sédimentaient spontanément du fait de la densité des particules virales. Et donc, on s'était dit qu'il y avait peut-être plus de chances de trouver éventuellement des virus dans les sédiments que dans la colonne d'eau. Dans les faits, on en a trouvé dans la colonne d'eau et dans les sédiments. Alors, le principe qu'on a utilisé, c'est de développer des méthodologies qui n'ont rien à voir avec ce qui était utilisé à l'époque pour isoler des nouveaux virus. La filtration, on en faisait, mais on gardait les filtres, tout ce qu'il y avait sur les filtres. Donc, l'idée ici, c'était, vous le savez tous, donc que les antibiotiques, c'est pas automatique. Et notamment, quand on a une infection virale, les antibiotiques n'ont pas d'effet. Eh bien, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait des antibiotiques pour détruire tout ce qui était vivant dans les échantillons. Et on mettait ça en présence d'amibes. Les amibes sont des organismes unicellulaires eucaryotes aussi, donc qui se nourrissent de bactéries. Et ces amibes, en fait, étaient également l'hôte de Mimivirus. Donc, en cultivant ces amibes, on espérait pouvoir isoler des cousins de Mimivirus, et c'est ce qu'on a réalisé. Donc, grâce aux antibiotiques, tout ce qui était vivant était détruit, et on mettait ça sur des cellules qui avaient été adaptées à pousser à bas bruit en présence d'antibiotiques, de manière à maintenir cette pression et éventuellement isoler de nouveaux virus. Et là, on a eu de la chance puisqu'on a isolé Megavirus chilensis à partir de l'échantillon qu'on avait collecté au Chili. Et Megavirus chilensis, il ressemble beaucoup à Mimivirus, sauf qu'il y en a un qui est plutôt hippie, alors que l'autre, c'est plutôt le militaire, avec la coupe bien propre. Donc, c'est celui qui vient du Chili, évidemment. Mais maintenant, je voulais vous présenter le cycle infectieux parce que je trouve que c'est aussi fascinant de voir à quel point on a affaire à des processus sophistiqués. Alors, c'est pas la bonne, c'est pas grave. Donc là, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a une particule virale qui va, grâce aux cheveux qui se trouvent à la périphérie de la capside, qui sont très, très glycosylés, va pouvoir se fixer sur la cellule et ça va provoquer chez l'amibe l'envie de manger la particule qui est au contact parce qu'elle est sucrée et parce qu'elle a la bonne taille. Et donc, dans ces conditions, la cellule va développer des bras, des sortes de bras qui vont entourer la particule jusqu'à la cloisonner dans ce qu'on appelle une vacuole. Et dans cette vacuole, en fait, il va se passer une série de processus qui vont permettre au cycle infectieux de démarrer.
Alors, je n'ai pas détaillé la structure des capsides, mais vous voyez qu'en fait, on a une structure ici qui ressemble à une étoile de mer posée avec 5 bras. Et en fait, cette structure-là, c'est comme si on avait au centre de chacun de ces bras une fermeture éclair. Quand la particule se retrouve à l'intérieur de la vacuole, le signal acide et d'autres signaux vont induire une ouverture de cette Stargate. Elle s'appelle la Stargate, donc de cette structure à un vertex de la particule. Et là, j'ai trouvé cette analogie, c'est ça que je voulais vous présenter. C'est un sac à main que j'ai trouvé au musée de l'artisanat, qui montre donc ces fermetures éclairs qui permettent d'ouvrir totalement le sac à main. Et c'est exactement la même chose avec la Stargate. Donc, on a cette ouverture à partir de ces fermetures éclairs dès qu'elles se désident, et on se retrouve avec ces capsides dans lesquels on a les triangles, donc qui se retrouvent ouverts, laissant voir à l'intérieur un nouveau compartiment qui est celui qui va pouvoir être transféré dans le cytoplasme de la cellule. Et en fait, ce compartiment, je vais en parler un petit peu plus après, mais alors l'étape suivante, c'est qu'à l'intérieur, on a une membrane qu'on voit qui est très repliée à l'intérieur, comme si elle était tout enroulée. Et quand on se retrouve à cette étape où la Stargate s'ouvre, en fait, cette membrane va être tirée vers l'extérieur et va pouvoir aller fusionner avec la membrane de la vacuole. Et ça va créer un continuum entre le cytoplasme et l'intérieur de la particule qui va permettre à ce compartiment de sortir et de se retrouver dans le cytoplasme. Et là, c'est le début de la création de l'usine virale. Donc, c'est un processus très précoce où on voit l'accumulation de ces zones qui sont très électron denses. Ça correspond à l'accumulation d'acides nucléiques, donc réplication de l'ADN, ensuite expression des gènes, donc production d'ARN, puis réplication de l'ADN. Et ça va se faire de manière brutale jusqu'au point que la cellule va se retrouver en fait complètement remplie de nouvelles particules virales qui, elles, s'assemblent à la périphérie. Et là, ce que vous voyez, c'est pour ça que je parle de géants. Ce sont des virus qui sont visibles au microscope optique. À l'intérieur de la cellule, tous ces points qu'on voit là, c'est une particule virale, au même titre que par microscopie électronique, on les voit ici en coupe. C'est l'accumulation jusqu'à ce que la cellule soit remplie de particules virales, et là, elle va exploser et libérer de nouvelles particules dans le milieu extérieur. Alors ça, il y a ça provenait aussi du laboratoire de Didier Raoult. Ils ont identifié le fait que, en fait, il existait des virus de virus. C'est-à-dire, ce sont des virus qui ciblent cette usine virale que je vous ai présentée tout à l'heure, là, celle-ci, là, qui s'accumule, cette structure-là, à la périphérie de laquelle les particules s'assemblent. Eh bien, c'est un virus qui va attendre que cette usine virale soit formée pour aller utiliser vraiment toutes les fonctions du virus géant, et ça va le rendre très malade. C'est ce qu'on voit ici, on a des particules toutes malades, et la question qui se pose dans ces cas-là, est-ce que les virus sont-ils vivants s'ils sont capables de tomber malades? Et là, depuis, on en a trouvé beaucoup plus, mais ça impose une réflexion par rapport au concept de virus qui est présenté ici, là, où, en fait, si on peut se poser la question, mais mi-virus, pourquoi est-ce qu'il a besoin de 1000 gènes pourquoi 1000 gènes quand on peut très bien, il y a beaucoup de virus qui, avec une poignée de gènes, font tout aussi bien. À la fin, il y a destruction de la cellule, production de nouvelles particules virales. Eh bien, le parallèle qu'on peut faire, c'est, est-ce que cet unicellulaire avec un flagelle, ici, qui est en fait un spermatozoïde, est-ce qu'il a besoin de 25 000 gènes pour faire un unicellulaire avec un flagelle? La question, non. Mais la réponse, en fait, elle est apportée par le fait que ces 25 000 gènes, ils servent à faire l'organisme qui est présenté ici. Donc, on a un mode de dissémination des gènes par les gamètes, les spermatozoïdes et les ovules. Dans le cas du virus, on peut faire exactement le même parallèle. On a un mode de dissémination dans lequel on utilise des particules virales, les virions, pour produire l'organisme qui est la cellule infectée, dans lequel on a le développement de cette usine virale. Donc maintenant, la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est que c'est un point qui est essentiel. Si on sépare la notion de virion de celle de virus, on comprend mieux
à quel point, donc, oui, des virus sont vivants. Maintenant, très rapidement, je ne sais pas si je prends trop de temps, mais je voulais vous parler d'une autre famille de virus géants. Je vous ai parlé de la bouteille au tout début, pour laquelle on avait récupéré dans laquelle on avait récupéré des sédiments. Et à partir de ces sédiments, on a isolé des particules, des choses qui vous voyez, qui ont été produites dans l'amibe. Et la raison pour laquelle je présente ici en background, vous avez des particules de mimivirus. Et vous voyez que chaque particule est strictement identique à sa voisine. Alors que là, dans ce système-là, on a une hétérogénéité qui laisse à penser qu'on puisse avoir affaire à quelque chose de différent d'un virus, et notamment, on pourrait penser à des bactéries. On a eu de la chance parce que à l'époque, on a isolé en parallèle deux membres de Pandoravirus dulcis et Pandoravirus salinus, qui sont présentés ici. Vous voyez, ils ont des allures en grain de sésame. Et on les avait appelés New Life Form, nouvelle forme de vie, parce qu'on savait vraiment pas quoi on avait à faire. Ce dont on s'est convaincu, c'est qu'en fait, il n'y avait jamais de division binaire. Et le séquençage du génome nous a montré également qu'il n'y avait pas de ribosome. Et donc, on a conclu qu'on avait affaire à un virus. Et en effet, le mode d'assemblage montre que, en fait, les particules virales s'assemblent du sommet vers le bas, un peu comme si on faisait une bouteille de lait, en commençant par le goulot, et ensuite et on la remplit en même temps qu'on la fabrique. Donc c'est vraiment des modes très particuliers. Les génomes sont encore plus complexes puisqu'on dépasse les 2,5 millions, et dans tous les cas, avec beaucoup de gènes dont on n'a aucune idée de à quoi ils servent. Et maintenant, l'autre famille, je veux vous présenter les deux autres familles qu'on a isolées. Et cette fois-ci, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment retour vers le futur, puisque ce qu'on a fait, c'est qu'on a, à partir de l'observation du fait que un laboratoire en Sibérie avait été capable de réactiver une plante à fleurs à partir d'un fragment de fruit qui avait été trouvé dans le pergélisol. Donc le pergélisol, c'est du sol qui reste gelé en permanence. On s'est dit, on va pouvoir faire la même chose, probablement avec des virus qui sont beaucoup moins complexes et moins difficiles à réactiver qu'une plante à fleurs. Alors, le pergélisol présente à cet endroit-là une caractéristique qui est présentée là. Vous avez une rivière qui, en fait, sillonne dans les terres, et parce qu'elle sillonne dans les terres, elle a creusé le pergélisol au cours des millénaires. Et ce qui fait qu'en fait, on a des falaises de pergélisol qui sont présentées ici, qui correspondent aux différentes aires géologiques. Et donc, quand on veut prélever dans une aire géologique, on va aller directement dans la paroi, nettoyer la surface et aller directement carotter dans le mur pour récupérer la zone géologique d'intérêt. Et à partir d'un échantillon qui a été prélevé il y a 30 000, qui correspond à une période de 30 000 ans, on a pu réactiver Mollivirus sibericum et Pitovirus sibericum. Et comme ils sont très beaux, c'est aussi beau au moins de cristaux, je vous montre. Alors, du coup, vous n'avez pas droit à l'image. C'est un PDF, du coup, qui passe. C'est pas le PowerPoint, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Donc, Pitovirus est présenté ici. Lui aussi, il est ovoïde. Il est très, très gros. Il fait plus d'1 micromètre de long. Et il a à une extrémité ce qu'on peut appeler un bouchon, qui, si on le regarde par cette direction, on observe ce réseau hexagonal qui est présenté ici et qui ferme la particule. Ça a fait le buzz dans les médias, évidemment, et donc c'est pour ça qu'on a maintenant, sur Virus of Microbes, on a eu droit à une petite poupée zombie virus qui fait très peur. Et également, ça a fait les news, donc des jeunes et des moins jeunes, avec ici vous avez Charlie Hebdo et ici un journal pour les jeunes. Là, on voit un petit peu mieux. Cette diapo, c'est pour vous montrer qu'en fait, on a réussi à aller encore plus loin dans le temps, remontant à presque 50 000 ans, et on continue à remonter dans le temps. Et voilà. Ma dernière diapo, maintenant, c'est pour vous montrer qu'à partir du moment où on a compris qu'il fallait changer les protocoles, on était ici pour le virus le plus gros qui était connu à l'époque où on a découvert Mimivirus, et tout ce que vous voyez ensuite, là, ce sont tous ceux qui ont été isolés depuis.
et qui permettent de montrer qu'en fait, il y a bien un continuum entre les virus les plus petits et les plus grands, à condition d'avoir accès à toute la biodiversité, à toute la diversité de ces familles de virus. Et sur celle-là, c'était un point particulier que je voulais mettre en avant, c'est qu'en fait, il y a énormément de matière noire dans ces virus, c'est-à-dire qu'on a des gènes qui codent pour des protéines dont on ne connaît pas les fonctions. Et ces virus, qui savent très bien faire, c'est manipuler les cellules, détourner le métabolisme de la cellule à leur profit. Et donc, il y a un réservoir à découverte de nouveaux procédés métaboliques, de nouveaux processus dans ces virus qui est énorme. Et là, je voulais finir en concluant avec tous les membres du laboratoire. Vous voyez quand même que c'est pas moi toute seule, bien loin de là, qui ai pu produire l'ensemble de ce qui fait ce qui me met en avant. Mais globalement, vous avez donc toutes ces personnes, donc Jean-Michel Claverie qui était fondateur avec moi. Un petit truc anecdotique, mais sur lequel je veux insister un peu. Vous avez Jean-Marie Alampic qui a rejoint le laboratoire il y a maintenant 10 ans, qui en fait était chauffeur de taxi et sans formation, et qui est celui qui est le meilleur dans l'isolement de virus géants. C'est-à-dire qu'il a une ténacité, un savoir-faire qui fait qu'il est capable à partir de n'importe quel échantillon quasiment, d'isoler de nouvelles familles de virus géants. Et puis bon, après, je veux pas insister sur chacun des personnes qui sont là, mais voilà, j'ai fini pour ma présentation sur notre domaine de recherche.